Je tenais un verre de champagne lorsque j'ai vu sa publication sur Instagram. 3 mots sous une photo prise depuis notre balcon, la moitié m'appartient. Mon entreprise de technologie logistique était entrée en bourse ce matin-là. L'action avait été lancée à 9h30, et à 9h42, elle avait déjà dépassé toutes nos prévisions. À l'heure du déjeuner, les journalistes me qualifiaient d'innovateur silencieux de la technologie logistique. Cet après-midi-là, Forbes a publié un article avec mon visage en couverture, et la valorisation bien visible pour que tout le monde puisse la voir, 2,4 milliards de dollars. J'avais tout construit depuis un box de stockage, sans investisseurs, sans couverture médiatique, juste 22 ans de travail acharné sans jamais demander de reconnaissance. Et elle était là, Jessica, tenant un verre de mon champagne hors de prix entre ses mains fraîchement manucurées, publiant à quel point elle ne pourrait pas être plus fière. Comme si elle avait passé une seule nuit à emballer des commandes dans cette boîte en béton glacial sans aucun système de chauffage. Au dîner ce soir-là, elle riait trop fort avec son nouveau cercle d'amis, tous refaits par la chirurgie et connectés à des avocats, plaisantant sur le fait qu'une fois la prochaine levée de fonds clôturée, elle s'achèterait une île. Elle n'arrêtait pas d'utiliser cette nouvelle expression qu'elle avait adoptée, je l'ai bien méritée. Étrange comme elle n'a jamais dit cela lorsque je mangeais des haricots en conserve à l'arrière d'un camion de livraison parce que nous n'avions pas les moyens de payer un loyer nulle part. Elle ne postait pas de selfies à l'époque. Elle ne souriait pas à l'idée d'être partenaire quand je dormais au bureau avec un cutter sous mon bureau après que quelqu'un se soit introduit par effraction la semaine précédente. Mais maintenant, les choses étaient différentes. Maintenant, j'étais un prix, un trophée, quelque chose pour susciter l'envie. Elle se pavanait comme un téléscripteur boursier ambulant, portant des talons de créateur et un maquillage appliqué par des professionnels. Puis est arrivée la publication qui a brisé quelque chose de fondamental en moi. Elle se tenait sur ce balcon en marbre, celui que j'avais fait installer sur mesure après la signature de notre premier grand contrat avec un fournisseur international. Avec une flûte de champagne à la main, les hanches orientées vers le coucher du soleil, arborant cette expression suffisante de quelqu'un qui est convaincu d'avoir déjà gagné. La légende disait, construit à partir de rien, la moitié m'appartient légalement. Je n'ai laissé aucun commentaire, je ne lui ai envoyé aucun message, je n'ai même pas mentionné que je l'avais vu. J'ai juste fixé ces mots pendant très longtemps. Pas avec colère ou tristesse, mais avec toute autre chose. Quelque chose de froid et de méthodique, comme regarder un animal marcher directement dans un piège que l'on a mis des années à construire, sans qu'il n'en ait la moindre idée. Voici ce que Jessica ne comprenait pas. Elle supposait avoir épousé le PDG d'une entreprise florissante. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle avait épousé n'avait jamais réellement travaillé comme employé de cette entreprise, n'avait jamais perçu de salaire, n'était jamais apparu sur le moindre document de paie. Il en avait dessiné les plans d'origine. Il avait créé les contrats fondateurs. Il possédait la structure invisible sous l'entreprise visible. Les parties que l'on ne peut localiser sur aucun tableau de capitalisation ni découvrir dans aucun rapport financier annuel. Elle n'essayait pas de voler un homme d'affaires ordinaire. Elle donnait un coup de pied dans ce qu'elle croyait être une ruche en papier, sans se rendre compte qu'il s'agissait en fait d'un nid de frelons bourré de clauses juridiques, de mécanismes de protection, de fiducies irrévocables et de bombes à retardement soigneusement conçues. Et avec ce simple commentaire sur les réseaux sociaux déclarant « La moitié m'appartient légalement », elle a tiré sur un fil qui attendait silencieusement quelqu'un d'exactement comme elle. Je suis passé devant la chambre sans dire un mot. Elle était occupée par un appel vidéo, montrant notre piscine à un influenceur qui n'arrêtait pas de l'appeler « bébé » à répétition. Elle gloussait et rejetait ses cheveux en arrière comme une adolescente exhibant un trophée de compétition, ne remarquant absolument pas que je prenais la bouteille de scotch sur le buffet pour disparaître dans le couloir. Mon bureau privé était la seule pièce de notre maison où elle ne prenait jamais la peine d'entrer. Elle prétendait que c'était trop sérieux et ennuyeux, les étagères, le vieux meuble de classement en métal, le tiroir verrouillé. Elle faisait semblant de ne s'intéresser à rien de tout cela. Je me suis assis, j'ai allumé la lampe de bureau et j'ai tiré le tiroir du bas. Pas celui contenant les reçus, les documents de stock options ou les registres de dons de charité que nous n'avions jamais correctement classés. Non, le tiroir caché sous celui-ci. Le compartiment pour lequel j'avais construit un double fond il y a 2 ans, lorsque l'entreprise ne comptait que 3 gars et un rack de serveurs maintenus par du ruban adhésif et du pur désespoir. De ce tiroir caché, j'ai extrait un simple classeur relié en cuir. Pas d'étiquette d'entreprise, pas de logo, pas de gaufrage décoratif, juste de la documentation. À l'intérieur se trouvaient des papiers que je n'avais pas touchés physiquement depuis des années.
Mes gens connaissaient chaque page par cœur. D'abord venaient les schémas montrant des sociétés écrans imbriquées, structurées avec une précision chirurgicale, s'étendant sur plusieurs juridictions avec des noms qui ressemblaient à des mots de passe Wi-Fi aléatoires. Ensuite, les organigrammes de propriété démontrant comment la propriété intellectuelle n'avait techniquement jamais quitté mon nom personnel. Comment les brevets d'algorithmes étaient tous sous licence pour l'entreprise, et non vendus à celle-ci de manière définitive. La société cotée en bourse que tout le monde connaissait n'était essentiellement qu'une vitrine de vente au détail. La véritable propriété était enfouie comme un coffre-fort renforcé. Des fiducies dans le Nevada, des dépositaires offshore, des accords de licence avec des déclencheurs de renouvellement que personne ne pouvait activer accidentellement sans faire exploser de multiples clauses de protection. Et la clé USB avait l'air tout à fait ordinaire. Je l'avais achetée dans une station-service des années auparavant, mais elle contenait les informations les plus précieuses. Des accords de propriété intellectuelle horodatés, tous signés avant même que l'entreprise n'emploie une réceptionniste. Des enregistrements audio et des mémos, des versions de contrats privés, la documentation de l'architecte juridique initial que j'avais engagé et qui se spécialisait dans la création de structures de protection pour les fondateurs paranoïaques. Il m'avait dit un jour, si jamais elle se retourne contre vous, ne perdez pas d'énergie à vous battre au tribunal. Activez simplement le système. Je n'avais même pas besoin de brancher la clé sur mon ordinateur. Je savais exactement quel fichier elle contenait. Chaque accord que Jessica n'avait jamais vu. Chaque clause qui invaliderait immédiatement ses réclamations si elle tentait de les poursuivre. Chaque signature horodatée prouvant qu'elle n'avait jamais été incluse dans aucune conversation sur la propriété de l'entreprise, mais seulement dans le style de vie qui en a découlé par la suite. Elle pensait avoir épousé quelqu'un qui construisait des entreprises. Elle ne réalisait pas que j'avais arrêté de construire de manière conventionnelle il y a des années, juste après que le premier accord d'acquisition se soit effondré parce que l'ex-femme d'un cofondateur avait contesté légalement la répartition du capital. Je m'étais fait une promesse ce jour-là. Fini les structures simples. Tout serait superposé comme un blindage de qualité militaire. J'ai passé 3 ans et payé plus en frais juridiques que ce que Jessica a dépensé en sac à main de créateur pour construire cette forteresse protectrice. Je suis devenu obsédé par la création de voies indirectes. La propriété intellectuelle de nos technologies était louée sous licence à la principale société d'exploitation, mais en réalité détenue par un véhicule privé complètement séparé. Mon nom n'est jamais apparu sur un bulletin de paie. J'ai perçu des honoraires de consultation pendant 2 ans par le biais d'un cabinet enregistré dans le Wyoming, puis j'ai cessé d'accepter tout paiement une fois la structure de holding entièrement achevée. De l'extérieur, je semblais n'être qu'un fondateur charismatique avec une mauvaise posture et une histoire personnelle intéressante. Mais derrière chaque photo souriante, derrière chaque apparition sur scène lors de conférences, existait une pile massive de bombes à retardement juridique conçues pour atteindre un objectif spécifique, survivre à n'importe quelle trahison. Ce n'était pas l'amertume qui motivait cela. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était du pur réalisme. J'avais vu trop de brillants entrepreneurs se faire déchiqueter devant les tribunaux des affaires familiales par des personnes qui, autrefois, leur murmuraient des mots d'amour à l'oreille tout en mémorisant secrètement les identifiants de connexion de leur compte. Jessica ne posait jamais de questions sur les accords de licence. Elle ne s'est jamais demandé pourquoi je ne recevais jamais de formulaire fiscal de salarié. Elle était trop occupée à profiter du récit lié à notre style de vie. Elle adorait être identifiée comme la femme du fondateur. Les dîners chics, les réunions du conseil d'administration, les interviews dans les magazines où elle pouvait utiliser des mots comme « nous », notre parcours, et « notre magnifique maison ». Elle se considérait comme la co-architecte de tout cela. Mais elle n'a jamais réellement regardé les plans. Et maintenant, elle s'avançait directement sur un champ de bataille construit entièrement de clauses sur papier et de silence renforcé. Chaque contrat qu'elle n'avait jamais pris la peine de lire était un fil-piège. Chaque publication sur les réseaux sociaux qu'elle publiait était un petit poussé la menant droit vers eux. Elle croyait divorcer d'un mari. Elle cherchait en fait la bagarre avec une entité fantôme cachée à l'intérieur d'une douzaine de sociétés à responsabilité limitée différentes. Et j'en avais fini de faire semblant que ce n'était pas exactement ce qui était prévu. Des années avant même qu'elle ne prononce le mot divorce, je m'étais tenu pieds nus dans une chambre d'hôtel bon marché à Reno, à 2h14 du matin, fixant le curseur clignotant sur un formulaire juridique. Mon vol avait été retardé, et l'hôtel empestait le café rassis et les décisions regrettables.
je venais de sortir d'une conférence technologique où un panéliste en capital risque avait averti une salle pleine d'entrepreneurs trentenaires trop confiants, la menace numéro 1 pour votre entreprise n'est pas un concurrent. C'est le partenaire amoureux de votre cofondateur. Tout le monde dans cette salle avait ri. Pas moi, parce que je n'avais pas ri quand j'avais vu un ami proche perdre 2 brevets et ses parts dans sa propre entreprise à cause de fiançailles mal chronométrées et d'une dispute ultérieure qui s'était transformée en catastrophe de pension alimentaire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout. J'ai fait des recherches de manière obsessionnelle. J'ai appelé un avocat à Las Vegas qui n'a répondu que parce que j'ai utilisé l'expression spécifique, série LLC, société à responsabilité limitée en série, et que j'ai glissé le nom d'une recommandation qui a immédiatement attiré son attention. Au lever du soleil, j'avais formé la structure squelettique de ce qui allait devenir mon bouclier protecteur, une LLC de série au Nevada, où chaque filiale possédait son propre pare-feu juridique. Une filiale détenait l'algorithme d'origine. Une autre contenait le brevet de routage des fournisseurs. Une troisième entité, complètement distincte, était structurée exclusivement autour des licences de propriété intellectuelle. Aucune d'entre elles n'existait au nom de la société publique. Aucune n'était traçable par un processus de recherche simple. Et chacune d'entre elles versait les bénéfices de propriété directement dans une seule fiducie privée, la mienne. Le nom de l'entreprise que tout le monde connaissait, celui que les médias adoraient couvrir, n'était essentiellement qu'une identité louée. Je l'avais conçu ainsi délibérément. Une coquille légalement distincte, entièrement tournée vers le public, qui fonctionnait sous des contrats renouvelables et empruntait son autorité à la véritable machinerie opérationnelle enfouie 5 niveaux structurels sous la surface. Voyez les choses de cette façon, elle a épousé la salle d'exposition. Moi, je vivais dans le sous-sol où les véritables plans étaient cachés. Elle était présente pour la séance photo avec la presse lorsque nous avons ouvert notre 2e bâtiment sur le campus. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le terrain n'appartenait pas du tout à l'entreprise. Il appartenait à une société immobilière privée que j'avais formée avec la fiducie de propriété intellectuelle comme bénéficiaire. L'entreprise payait un loyer mensuel à cette société holding, qui versait ensuite des dividendes à une fiducie aveugle, Blind Trust. Cette fiducie aveugle me versait une indemnité de consultation, techniquement indépendante de toute classification d'employés salariés. Donc non, je n'étais sur aucune liste de paie. Je ne l'avais jamais été. Et quand je dis que la technologie m'était louée sous licence, je veux dire exactement cela. Chaque ligne de code, chaque outil interne, chaque technologie de fournisseur, y compris le modèle de routage par intelligence artificielle dont elle adorait se vanter lors des cocktails. Tout cela provenait d'un répertoire de développement privé que j'avais maintenu pendant plus d'une décennie avant même que l'entreprise publique n'existe légalement. J'avais déjà déposé des brevets provisoires et structuré un système de licence à libération temporelle avec des conditions spécifiques. Et voici la partie critique, chaque accord de licence contenait des clauses de caducité, sunset clause. Cela signifiait qu'en cas de divorce, de litige civil ou de revendication de propriété publique impliquant soit l'entreprise, soit moi-même personnellement, la licence pouvait être révoquée immédiatement. Pas seulement annulée, mais révoquée rétroactivement et automatiquement dans l'attente d'un arbitrage obligatoire, qui ne serait mené dans aucun tribunal public, mais dans le Delaware, à huis clos, sous l'autorité de l'entité privée d'origine. Jessica ne serait même pas autorisée à entrer dans la pièce lors de ces procédures. C'était là le génie de la structure. Plus on creusait, moins les choses devenaient claires. Elle pouvait exiger de voir chaque dossier d'employé qu'elle voulait, elle ne découvrirait rien d'utile. Elle pouvait exiger des tableaux de capitalisation, des contrats de travail, et même des chaînes de mails internes des RH. Je n'existais pas dans ces fichiers. J'existais en dehors d'eux, autour d'eux. J'étais le fantôme vivant dans l'infrastructure. La vérité est que, lorsque j'ai initialement construit ce système de protection, je ne m'attendais pas à en avoir réellement besoin un jour. Je croyais encore en notre mariage. Je pensais encore qu'elle voulait peut-être la vie que nous construisions ensemble, et pas seulement le levier financier que cela lui offrait. Mais ensuite sont arrivées les fêtes, la nouvelle garde-robe de créateur, le passage progressif de « Comment performe l'équipe ?» Ah, avons-nous l'air plus riches que le couple d'à côté? Je l'ai regardé se transformer lentement de partenaire en parasite. Pas d'un seul coup, juste à travers un millier de petits recalibrages, un millier de petits moments de « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi personnellement ?» Je suis resté silencieux, j'ai joué le mari dévoué, je l'ai laissé croire que je n'étais qu'un brillant programmeur qui avait eu de la chance, je l'ai laissé penser que notre vie reposait sur une vision partagée. Qu'elle pouvait crier,
la moitié est à moi, dans le vent numérique sans que cela ne lui revienne un jour sous la forme d'une assignation à comparaître. Mais en réalité, chaque fois qu'elle souriait pour une photo dans notre maison, elle se tenait devant un mur loué. Chaque dîner d'entreprise qu'elle organisait était facturé sur une carte de crédit appartenant à un compte écran. Et chaque fois qu'elle traversait ce hall d'entrée en vert comme une reine inspectant son territoire, elle marchait sur des sols payés par un homme qui avait disparu des registres officiels avant même que l'encre ne sèche sur les documents initiaux. Elle croyait être assise sur un trône. Elle ne voyait pas la trappe construite directement sous ses pieds. Elle n'a pas appelé d'abord. N'a pas envoyé de SMS. N'a pas laissé de mots sur le comptoir en marbre de la cuisine. Non. Elle a envoyé un huissier, un gamin d'une vingtaine d'années, souriant d'un air suffisant et trop habillé, qui s'est pointé au portail de notre propriété comme s'il s'agissait d'une avant-première sur tapis rouge. 2 fourgonnettes de paparazzi étaient déjà postées au bord de la route. Quelqu'un les avait manifestement prévenus, probablement son coiffeur ou sa nouvelle meilleure amie du Pilate, qui semblait suivre plus d'avocats spécialisés en divorce que de marques de mode sur les réseaux sociaux. L'enveloppe est arrivée, remise en main propre, épaisse et blanche, et véritablement parfumée, comme si elle croyait qu'elle devait avoir l'odeur de la victoire. J'ai observé depuis la fenêtre de mon bureau à l'étage l'interphone du portail bourdonné. Maria, la gérante de notre domaine, a répondu. J'ai entendu sa voix dans le haut-parleur du couloir, « Monsieur Davison, il y a quelqu'un ici avec des documents nécessitant votre signature. » Bien sûr qu'il y en avait. Je suis descendu le long du couloir, j'ai ouvert moi-même la porte d'entrée et je suis resté là, silencieux, pendant que l'huissier annonçait « Livraison pour Monsieur Marcus Davison. » Vous êtes assigné. Il essayait d'avoir l'air intimidant, comme s'il me tendait une grenade dégoupillée. J'ai pris le paquet, j'ai fait un signe de tête et j'ai fermé la porte. Aucune expression faciale, aucune réaction dramatique. Ensuite, j'ai marché droit vers mon bureau, j'ai placé l'enveloppe sur mon scanner, j'ai fermé le couvercle et j'ai appuyé sur le bouton. La machine a cliqué méthodiquement, transformant chaque page en format numérique. Je l'ai enregistré sous la forme d'un seul fichier PDF sans aucune modification, j'ai nommé le dossier, clause 17B activé, et j'y ai glissé le fichier. Puis je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé le mur, car voici ce que personne n'avait dit à son avocat et ce qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander. 4 ans plus tôt, enfoui dans le contrat initial de licence de propriété intellectuelle entre la fiducie de holding principale et la société cotée en bourse, se trouvait une clause si obscure et ennuyeuse, coincée sous les conditions de renouvellement et les procédures d'arbitrage. Que personne ne l'avait jamais lue attentivement. La clause 17B. Elle stipulait, toute réclamation légale ou procédure contradictoire déposée par une partie liée contre le titulaire principal de la licence constituera une rupture immédiate, entraînant la révocation automatique des privilèges d'utilisation partagée. De l'accès aux données et des communications internes de l'entreprise, rétroactivement à la date du dépôt. Traduction, elle venait de détruire son propre accès à tout. Et son avocat, avec son arrogance de tribunal et son haleine d'espresso hors de prix, n'avait absolument aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. L'ironie, c'est que je l'avais d'ailleurs prévenu une fois, pas directement, mais au cours d'une de nos conversations nocturnes autour d'un verre de vin, à l'époque où nous parlions encore comme des partenaires. Elle m'avait demandé ce qui se passerait si un procès venait un jour de l'intérieur de la maison. Je lui avais répondu, à moitié en plaisantant, « Tu as intérêt à espérer que ça n'arrive pas. Les accords de licence ne sont pas amicaux. » Elle avait ri. Elle pensait que je parlais de pénalités financières. Elle ne comprenait pas que les pénalités étaient automatisées, préprogrammées, silencieuses. Qu'une fois qu'elle aurait signé de son nom et soumis ce dépôt légal, le système s'occuperait du reste sans que j'aie besoin de lever le petit doigt. Pas de réinitialisation de mot de passe, pas d'approbation manuelle, juste la détonation d'un fil piège. Et maintenant qu'elle avait appuyé sur la gâchette, l'ensemble de la matrice de sécurité construite sur 5 États et 3 pays s'ajustait déjà automatiquement. Ses identifiants de connexion à l'entreprise étaient en train d'être signalés. Son accès au cloud était programmé pour une purge complète. Son badge d'accès au bâtiment était en train d'être reclassé comme inactif. Les canaux de communication interne révoquaient ses permissions en temps réel. Même l'identifiant Slack de son assistante, qui était lié à sa structure d'autorisation, serait résilié d'ici minuit. Ce n'était pas personnel. C'était de l'architecture. De la pure conception de système. Je n'ai ni crié, ni pleuré, ni même appelé mon avocate.
Elle savait déjà ce qui se passait car nous avions prévu ce scénario exact des années auparavant. Le nom du dossier n'avait pas changé depuis que je l'avais créé. Il attendait patiemment. Ce que Jessica avait déposé n'était pas seulement une requête en divorce. C'était le code de lancement d'un système conçu pour protéger tout ce que j'avais construit. Elle pensait qu'elle entrait au tribunal pour un partage équitable des biens. Elle ignorait qu'elle s'introduisait dans un accord de licence privée, un accord qu'elle n'avait jamais lu, sur lequel elle n'avait jamais posé de questions, et dont elle n'aurait jamais imaginé qu'il pourrait riposter plus violemment que n'importe quel contrat de mariage ne pourrait jamais le faire. Et au moment où sa signature a atterri sur le registre du tribunal, tout ce à quoi elle pensait avoir légitimement droit a commencé à lui glisser entre les doigts, non pas avec fracas, mais dans un froid silence juridique. Le genre de silence contre lequel vous ne pouvez ni argumenter ni crier. 2 jours après le dépôt, elle s'est rendue à l'immeuble de bureau dans son SUV de luxe blanc, le même véhicule qu'elle avait insisté pour commander toutes options afin d'avoir l'air à sa place lors des sommets de direction auxquels elle n'était en réalité jamais invitée. Elle s'est garée sur la place réservée aux fondateurs, sous laquelle elle n'avait jamais été officiellement inscrite, et a marché d'un pas décidé devant la cabine de sécurité sans établir de contact visuel. Elle portait son blazer fétiche, le rouge qu'elle réservait pour les dîners avec les investisseurs et les conférences TED qu'elle répétait devant son miroir. Ses talons claquaient sur le carrelage du hall comme des coups de feu. Elle a passé son badge d'accès devant les portes d'entrée en verre. Rien ne s'est passé. Pas de lumière verte, pas de bourdonnement, pas de tonalité de bienvenue, juste un flash rouge et un bip discret, comme un haussement d'épaule numérique. Elle a froncé les sourcils et a réessayé. Un autre flash rouge. La réceptionniste, une nouvelle employée d'à peine 25 ans, a levé les yeux avec confusion, mais est restée calme. « Je suis désolée, madame. Vous n'êtes pas dans le système. » Elle a souri d'un air narquois. « C'est ridicule. Je suis madame Davison. C'est mon entreprise. » La réceptionniste n'a pas bronché. « Je suis désolé. Vous n'êtes pas non plus inscrite en tant que visiteuse. Si vous le souhaitez, je peux appeler quelqu'un. » Je n'ai pas besoin d'escorte, a-t-elle rétorqué sèchement. J'ai aidé à construire cet endroit. La réceptionniste n'a pas discuté, elle a juste décroché le téléphone et a demandé si la direction des installations voulait gérer la situation directement. Ils ont refusé. Ce fut la première fissure visible dans sa confiance. Elle a essayé d'appeler Daniel, le vice-président des opérations, le même dirigeant à qui elle avait un jour demandé de reconfigurer tous les tâches de la direction pour rendre son côté du bâtiment plus esthétiquement aligné avec sa marque personnelle. L'appel a été directement dirigé vers la messagerie vocale. Ensuite, elle a appelé son avocat. « C'est exactement la tactique d'intimidation à laquelle nous nous attendions », a-t-il dit d'un ton suffisant. « Laissez-les jouer les durs. Nous allons déposer une requête d'accès d'urgence. » Elle aimait ce mot, urgence. Cela lui donnait l'impression d'être la victime dans un drame qu'elle mettait en scène. Mais à midi, ses appareils ont commencé à mal fonctionner. D'abord, son ordinateur portable. Au moment où elle s'est connectée au tableau de bord interne, code d'erreur, compte désactivé. Elle a essayé d'accéder à ses notes archivées, disparues. Elle a ouvert Slack. Son profil s'était complètement volatilisé, comme si elle n'avait jamais existé. Ensuite, le lecteur de stockage cloud. Elle a rafraîchi la page à plusieurs reprises. Dossier vide. Accès révoqué. La présentation qu'elle préparait pour un événement, Femmes dans la tech, à venir a été remplacée par un message système, accès refusé. Utilisateur non reconnu. Elle a vérifié son téléphone. Les emails professionnels qu'elle avait transférés vers sa boîte de réception privée avaient tous leurs fiches d'archives bloquées et automatiquement purgées. Elle a appelé directement le service d'assistance informatique. « Bonjour, c'est Jessica Davison. Désolé, nous ne pouvons pas confirmer les détails des employés sans un numéro de badge valide. Je suis Jessica Davison. Je suis désolé, madame. Vous devrez parler aux ressources humaines. » Mais les ressources humaines avaient déjà leurs instructions. Des instructions discrètes préparées de longue date. Au moment où la clause 17B a été déclenchée, les outils de conformité interne se sont activés automatiquement. Les listes d'accès ont été mises à jour. Les pistes d'audit verrouillées. Ces identifiants ont été signalés comme résiliés pour faute grave, terminated with préjudice.
Une désignation interne utilisée exclusivement pour les acteurs hostiles ou les parties en rupture de contrat par rapport au système. Elle n'était plus la femme d'un cofondateur. Elle était une menace pour la sécurité. Elle est restée assise sur le siège avant de son SUV, les doigts tremblants alors qu'elle rafraîchissait son écran encore et encore, essayant désespérément de se connecter à quelque chose, n'importe quoi qui pourrait lui donner une prise. Toujours rien. Elle a envoyé un SMS à son assistante, Emily, parce que oui, elle avait en fait rebaptisé son assistante, Emily Junior, pour en faire une blague de marque. Mais le texte n'est pas passé. Bulle verte, non enregistrée. Le numéro de son assistante avait été effacé de l'annuaire téléphonique interne. Même sa signature électronique avait disparu des réponses aux messages récents. Elle a vérifié l'annuaire de l'entreprise en ligne. Aucune mention d'elle, pas même en tant que conseillère du conseil d'administration. Sa biographie avait été remplacée par un espace réservé vide. Elle était désormais classée comme ancienne contributrice. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait être exclue de quelque chose qu'elle avait aidé à présenter, à promouvoir, pour laquelle elle avait souri et salué sur des photos. Elle ignorait que chaque email qu'elle avait envoyé depuis son adresse professionnelle était techniquement acheminé via un serveur tiers sous l'égide de la licence de propriété intellectuelle. Elle ignorait que les photos sur le site web de l'entreprise étaient soumises à une licence d'utilisation de marquer que cette licence avait expiré au moment précis où son dépôt légal avait été horodaté. Et elle ignorait absolument que chaque trace de son accès avait été cartographiée, planifiée et programmée pour disparaître exactement 2 jours ouvrables après que les conditions de déclenchement eurent été remplies. Elle pensait qu'elle était punie personnellement. Elle ne comprenait pas qu'il n'y avait là rien de personnel du tout. Il s'agissait simplement de la machine désactivant un terminal compromis. Et pour la première fois, sa colère s'est transformée en toute autre chose. Pas de la confusion ou de la frustration, mais de la peur. Le genre de peur qui survient lorsque vous réalisez que vous vous êtes introduite dans un monde qui n'a jamais été réellement le vôtre. Et maintenant, les murs se refermaient sur vous. Pas bruyamment, pas rapidement, mais méthodiquement, sans qu'aucune issue ne subsiste. 3 semaines plus tard, elle est entrée au tribunal comme s'il s'agissait d'une soirée de lancement de produits. Un brushing impeccable et professionnel, un tailleur de créateur avec une pochette assortie. Même sa démarche était différente, théâtrale et déterminée. Son équipe d'avocats l'encadrait comme une garde rapprochée présidentielle, tous en costume sombre, d'une efficacité arrogante. L'avocat principal, Richard Stone, associé dans un cabinet si cher qu'il facturait littéralement l'eau en bouteille à leurs clients, a même ri en jetant un œil au rôle du tribunal. Ce sera plié en 1 heure, a-t-il dit à l'un de ses collaborateurs, d'une voix assez forte pour que l'écho résonne dans le couloir. Elle a souri d'un air suffisant comme si elle y croyait totalement. Sa confiance semblait chirurgicale, répétée. Elle a salué l'huissier du tribunal comme une habituée, a croisé les jambes avec précision en s'asseyant à la table de la plaignante. Elle a sorti un élégant bloc-notes en cuir, a fait cliqueter son stylo de prix, et s'est penchée pour murmurer quelque chose de répété à Stone, qui a gloussé en réponse. Elle a balayé la salle du regard, s'attendant clairement à ce que j'arrive avec un avocat indépendant surmené, manipulant maladroitement un dossier en carton rempli d'espoir désespéré. Mais je ne suis pas arrivé en retard. J'étais déjà assis. Le même costume gris que je portais à la réception de l'introduction en bourse. La même montre noire. Le même silence. Mon avocate, Catherine Miller, ne parlait pas fort. Elle ne souriait à personne. Elle ne serrait pas de main. Elle ne portait qu'un seul objet, une enveloppe scellée bleu marine, de format juridique standard, sans aucune inscription à l'exception d'une date imprimée à l'encre argentée sur le rabat. Le juge est entré et tout le monde s'est levé. Jessica a ajusté son col comme si elle se préparait pour une séance photo de magazine. Le juge a appelé l'affaire Davison contre Davison. Il a fait un signe de tête pour les déclarations d'ouverture. Stone s'est levé, la posture parfaite. Votre honneur, il s'agit d'une question simple de distribution équitable. Notre cliente était une partenaire essentielle tant au sein du foyer que dans le développement de l'entreprise. Notre demande vise 50% des capitaux propres acquis pendant le mariage. Y compris les actifs dérivés de la récente introduction en bourse du Davison Enterprise Group. Quelle Enterprise Group, a demandé doucement Catherine. Stone a cligné des yeux. La société de logistique ouverte au public, désormais valorisée à, Catherine s'est levée. Pas de discours, pas de grandiloquence. Elle s'est simplement dirigée vers le banc et a tendu l'enveloppe au juge.
Le juge l'a ouverte et a commencé à feuilleter son contenu. Premièrement, des certificats de propriété de fiducie notariés établis 7 ans avant l'introduction en bourse. Deuxièmement, des accords de licence entre la fiducie de propriété intellectuelle principale et la société d'exploitation, tous avec un statut de renouvellement actif et des clauses de rupture, y compris la 17B. Troisièmement, des audits d'évaluation indépendants de 2 grands cabinets comptables confirmant que la propriété intellectuelle de l'entreprise était détenue à titre privé et simplement louée à l'entité qui a été introduite en bourse. Quatrièmement, une clé USB. Le juge l'a insérée dans un port de son terminal, a cliqué sur un fichier, et un diaporama de capture d'écran de réseaux sociaux est apparu sur son écran. Chaque publication où Jessica revendiquait la propriété. Chaque légende disant « J'ai aidé à construire ça ». Et le plus accablant, la publication « La moitié m'appartient légalement », datée, géolocalisée et accompagnée de hashtags renvoyant directement à la marque de l'entreprise. Stone l'a interrompu. Votre honneur, nous contestons l'applicabilité de cette clause. Quelle clause, a demandé le juge sans lever les yeux. La clause 17B. Le juge a finalement fait une pause, a ajusté ses lunettes et a dit, la clause qui annule l'accès partagé et supprime les demandes de prestations pour toute partie qui intente une action contradictoire tout en utilisant des actifs sous licence. Cette clause-là, a-t-il poursuivi en cliquant sur la page suivante. Un mémorandum de conformité signé par les rédacteurs initiaux de la licence, stipulant en termes explicites que la clause 17B s'active automatiquement lors d'un dépôt légal, que les actifs font retour, que l'accès est dissous, et que toute réclamation formulée alors que ces actifs sont encore utilisés peut constituer une rupture, et non un droit. Il s'est tourné directement vers Stone. Vous réalisez que cette clause fait jurisprudence. Elle a été validée 2 fois par un tribunal fédéral. Vous n'avez pas pensé à faire cette recherche? De son côté de la table, Jessica a légèrement bougé, comme si sa colonne vertébrale commençait à sentir la fissure structurelle se former à sa base. Stone a marmonné quelque chose à propos de l'interprétation et de l'intention, mais plus personne n'écoutait. Catherine est restée assise, les mains croisées, sans même jeter un regard dans ma direction. L'enveloppe parlait d'elle-même. Le juge a feuilleté la dernière pièce à conviction. Une copie de la signature notariée de Jessica sur des documents de rénovation du domaine qui incluait une petite clause sur l'accord de licence de propriété intellectuelle comme exception de dépenses du ménage, confirmant effectivement qu'elle savait que la marque était louée et non détenue en pleine propriété. Ses initiales figuraient juste là, à 2 reprises. Je me suis légèrement adossé. Pas suffisant, sans triomphalisme, juste immobile, parce que je n'avais pas besoin de gagner une dispute. J'avais déjà gagné avant même qu'elle ne dépose sa requête. Et maintenant, elle commençait à réaliser qu'il ne s'agissait pas d'une négociation ou d'une discussion de règlement. C'était l'exécution silencieuse de documents qu'elle n'avait jamais compris. Et chaque sourire qu'elle avait publié sur les réseaux sociaux était désormais une preuve dans sa propre disqualification. Le juge a parlé calmement, presque sur le ton de la conversation. « Madame, comprenez-vous la nature de la clause 17B » Elle a cligné des yeux. C'était la première fois dans toute cette représentation que son sourire ne savait plus quoi faire de lui-même. Elle a légèrement ouvert la bouche, puis a regardé Stone. Il a bougé sur son siège, a toussé, a réajusté sa cravate. Votre honneur, nous pensons que cette clause est inapplicable en raison de la nature des capitaux propres matrimoniaux et de l'accumulation conjointe des actifs. Il s'agit d'une procédure de divorce, pas d'un arbitrage d'entreprise. Le juge a levé une seule main, sans colère, juste assez pour faire taire la salle. Maître, cette clause a déjà été testée et validée à 2 reprises devant la Cour fédérale. Dans les 2 cas, le tribunal a conclu que les parties utilisant le statut conjugal partagé pour enfreindre les protections des licences de propriété intellectuelle perdaient à la fois l'accès et tout droit équitable. Vous avez bien lu les dossiers de jurisprudence, n'est-ce pas? La bouche de Stone s'est crispée. Nous les avons interprétés comme étant spécifiques à leur contexte. Ah, a dit le juge, d'un ton désormais aussi neutre que le coup près d'une guillotine. Donc, vous êtes venu dans mon tribunal en considérant la jurisprudence fédérale comme optionnelle. Il s'est replongé dans les documents. Il y a aussi la question des aveux publics de votre cliente, plusieurs d'entre eux, sur ses comptes vérifiés de réseaux sociaux, identifiant la marque sous licence de l'entreprise tout en revendiquant des droits de propriété. Cela compte, maître. Cela compte considérablement. Jessica a porté la main à son collier, celui en or qu'elle avait acheté après une annonce majeure de financement.
Elle l'a fait tourner une fois, 2 fois, puis s'est arrêtée lorsqu'elle a réalisé qu'elle attirait l'attention. Votre honneur, a-t-elle finalement dit, la voix trop aiguë, trop essoufflée. Sûrement, il ne s'agit pas d'une clause cachée dans un contrat que je n'ai même pas signé. Le juge l'a regardé directement. Vous avez signé plusieurs documents faisant référence à la structure de la licence, y compris des divulgations jointes à vos propres dossiers de rénovation immobilière, et vous avez bénéficié financièrement. Personnellement et sur le plan de votre réputation de ces actifs sous licence. Cela compte bien plus que vous ne le pensez. Je n'ai jamais compris les détails, a-t-elle marmonné, cherchant de la sympathie. Le juge a répondu d'un ton égal, ce n'est pas une défense légale. Puis Catherine a sorti un dernier dossier et l'a fait glisser jusqu'au banc. Le contrat de mariage. Signé, reconnu, daté de 3 ans avant que l'entreprise n'ait le moindre produit fonctionnel, et encore moins de valorisation. La déclaration financière prénuptiale était exhaustive, énumérant chaque dollar sur mes comptes et les demandes de brevets que j'avais déposées lorsque j'écrivais encore du code dans le sous-sol de mes parents. Elle avait tout signé, souriante, probablement ivre de romantisme, pensant qu'elle me rendait service. Et maintenant, c'était la guillotine qu'elle m'avait remise des années auparavant. Le juge a tourné la page, puis a levé les yeux vers Stone avec zéro compassion. À moins que vous n'alléguiez une falsification, ce document exclut la quasi-totalité des réclamations de votre cliente. Il décrit la structure de la licence, identifie les bénéficiaires de la fiducie, et énumère même les noms des entités que vous venez d'accuser l'intimé de cacher. Si elle ne les comprenait pas, elle aurait dû poser la question. Stone s'est adossé, silencieux. Ses mains s'agrippaient à la table. Jessica s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Ses doigts tremblaient pendant qu'elle me pointait du doigt. Tu crois que tu vas t'en tirer avec tout ce que nous avons construit? Comme si je n'avais jamais été là. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé avec la même expression impassible que j'avais perfectionnée dans les salles de réunion. Celle qui dit, tu as déjà perdu. Je ne t'ai juste pas encore dit où. L'affaire s'est effondrée en quelques jours. Stone a déposé un avis de retrait de représentation, invoquant un conflit irréconciliable. Même lui savait que le navire coulait, et il n'était pas payé assez pour se noyer avec. Jessica a essayé de contacter des investisseurs, des fondateurs qu'elle appelait autrefois notre cercle intime. Personne n'a retourné ses appels. L'un d'eux m'a envoyé un SMS, elle essaie de me contacter. Devons-nous nous inquiéter? Je lui ai répondu, non, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Son Instagram s'est réveillé après 3 jours de silence, non pas avec du champagne et des célébrations, mais avec des légendes vagues sur des selfies mélancoliques. Certaines choses ne sont pas justes, mais le karma trouve son chemin, une photo d'elle enveloppée dans une couverture. Réinitialisation, recentrage, reconquête, mais tout le monde s'en fichait. Les commentaires n'étaient pas compatissants. Attends, tu n'as pas dit que l'entreprise était à toi, aussi? Ce n'est pas lui qui a construit ça tout seul? Pourquoi ton avocat a-t-il abandonné l'affaire? Elle a essayé d'organiser un brunch privé pour reprendre le contrôle de l'histoire, a privatisé tout un café sur un toit-terrasse, a invité une douzaine de femmes de ses cercles de bien-être et de crypto-monnaie. Seules 3 se sont présentées, l'une est partie après 10 minutes. Les 2 autres sont restées juste assez longtemps pour publier un selfie, puis ont identifié un endroit complètement différent dans leurs stories. À huis clos, les choses se sont vite dégradées. Le comptable qui l'aidait autrefois à gérer ses dépenses personnelles a commencé à creuser. Certains transferts des comptes communs vers ses projets marketing ont été signalés une fois que l'affaire a fait la une des journaux. Le fisc a lancé un audit. Pas encore d'accusation, mais des lettres d'avertissement sont arrivées. L'une de ses lignes de crédit a été gelée. Elle a conduit jusqu'au vignoble que nous utilisions pour nos escapades de fin de semaine. Le portail ne s'est pas ouvert. Il ne lui appartenait plus. Elle en avait cédé les droits des années auparavant en échange d'un accès anticipé à ce qu'elle appelait un actif patrimonial. Elle avait échangé l'avenir contre un style de vie temporaire. Et maintenant, ce style de vie avait disparu. La maison principale n'était pas à elle non plus. Elle était louée par l'intermédiaire d'une société holding. Le contrat leur permettait de récupérer les lieux à la fin de chaque trimestre. Ce trimestre s'était terminé. Quand elle est arrivée à la maison, les déménageurs emballaient déjà les meubles. Aucune hostilité, juste la procédure standard. Un nouveau locataire arrivait, un jeune cadre d'une de mes entreprises partenaires. Le bail avait été transféré.
son nom n'apparaissait sur rien. Elle s'est disputée avec l'équipe de déménagement. Le chef d'équipe lui a tendu les papiers. Elle n'était listée nulle part. Plus tard dans la nuit, elle a publié un dernier message en ligne. Pas de selfies, pas de balise de localisation, juste du texte noir sur fond blanc. Faites attention à qui vous aidez à construire. Il pourrait vous enterrer sous les fondations. Je n'ai pas répondu. Personne d'autre ne l'a fait non plus. Aucun message de soutien, seulement des captures d'écran partagées dans des discussions de groupe et murmurées lors des dîners. Elle n'était plus une influenceuse. Elle était un avertissement. L'audience finale a semblé ennuyeuse, presque routinière. Elle ne ressemblait plus à la femme soignée de la première session. Pas de cheveux coiffés, un vernis à ongles écaillés, un grand gilet gris, les yeux rouges, non pas à cause des larmes, mais de la fatigue, de l'épuisement juridique, du silence public, de l'effondrement privé. La galerie était presque vide. Pas de presse, pas d'amis avec des lunettes de soleil de créateur. Juste elle, un jeune avocat commis d'office nerveux, et moi, assis là où je m'étais assis à chaque audience. Le juge est entré comme s'il s'agissait simplement d'un autre dossier sur son bureau. Il a feuilleté l'épaisse pile de documents que Catherine avait soumise, une répartition complète de la propriété, des évaluations et des clauses déclenchées. Il a parcouru une page et a laissé échapper un petit rire. « Madame, a-t-il dit, ceci contredit clairement votre demande. Il est écrit que l'intimé n'a jamais été employé, contractuel ou salarié par l'entreprise en question. » Jessica s'est figée, clignant des yeux. Elle ne comprenait pas. Il a poursuivi, il ne travaille pas pour l'entreprise. Il la possède par le biais de multiples véhicules irrévocables. L'entité que vous avez poursuivie n'est pas la source de sa richesse. C'est juste un licencié. Votre demande suppose qu'il était un employé, mais il ne l'a jamais été. Son avocat a laissé tomber son stylo. Il a heurté le sol avec un claquement sec. Personne ne l'a ramassé. Ce n'était pas seulement une défaite. C'était un effacement total. Pas de capitaux propres, pas de procès, pas de moyens de pression pour un accord. Toutes les publications, nous avons construit ça ensemble, n'avaient été rien de plus qu'une image empruntée. Je me suis levé, j'ai ajusté ma manche, j'ai fait un signe de tête à Catherine et je suis sorti. La porte a grincé derrière moi. Elle n'a pas tourné la tête. Elle regardait droit devant elle, le regard vide. Elle voulait un combat, des gros titres, une parade triomphale. Ce qu'elle a obtenu, c'est un anéantissement silencieux. Pas de caméra, pas de spectacle, juste un dossier judiciaire permanent qu'elle ne pourra jamais effacer. Elle avait cru que l'histoire suivrait son scénario, mais je ne jouais pas la comédie. J'exécutais un plan que j'avais bâti des années auparavant dans une chambre d'hôtel bon marché, brique juridique par brique juridique, pendant qu'elle était occupée à choisir des filtres pour se donner l'air puissante. L'empire qu'elle croyait être le sien n'avait jamais été réel. Elle avait passé des années à admirer un reflet dans un miroir que j'avais construit, sous un angle que je contrôlais. Désormais, cette vérité vivait dans les dossiers judiciaires, les déclarations fiscales et toutes les bases de données juridiques qui comptaient. Elle était entrée en s'attendant à obtenir la moitié. Elle en est ressortie avec rien d'autre que la froide réalité qu'elle n'avait jamais compris ce qu'elle avait épousé. Pas un homme, mais une structure, pas un empire partagé, mais une illusion bien gardée, construite pour survivre à la trahison. Je tenais un verre de champagne froid sur le balcon de marbre où elle avait l'habitude de prendre la pause. L'horizon de la ville s'étendait devant moi. Le logo de mon entreprise brillait sur 3 bâtiments. Elle n'a jamais su à qui ils appartenaient réellement. Chaque actif était caché derrière des couches de murs juridiques qu'elle ne s'était jamais souciée d'étudier. Elle croyait que la moitié lui appartenait. Ça n'a jamais été le cas.